Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, l'interview du vendredi. Ce soir, on reçoit un courtier de la City à Londres, Pierre. Bonsoir, bonsoir Pierre. Bonsoir Denis, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Donc on s'est connus en fait, moi quand j'ai branché le robot R2D2, on est allé, on a pris donc Active Trade parce que c'est l'un des seuls qui ne fait pas des frais overnight dans les CFD futurs. Et puis, on s'est inscrit. Et puis, j'étais étonné de la manière dont vous traitez les gens personnellement, parce que vous m'avez appelé, etc. Comment ça va? Tu veux qu'on t'aide, etc. Et puis, ça m'a bien plu. On a pas mal discuté ensemble. Et puis maintenant, euh, tu nous as un peu raconté ta vie. Et puis, ça, c'est intéressant. Puis, j'aimerais bien la faire partager aux auditeurs. Bah oui, c'est vrai que c'est très sympa. Pour revenir sur ce que tu disais, Denis, nous on est, comme tu le sais maintenant, on est un courtier, on est basé à Londres, c'est vrai que moi en tout cas pour mon marché, le marché francophone, on se bat avec des gens qui justement ont eux la chance d'avoir des bureaux en France. Ça c'est quelque chose qu'on nous réclame souvent hein, de la part Ouais. des clients français. Quand est-ce que vous ouvrez un bureau à Paris, etc. Ou même d'autres bureaux en Europe continentale. Et du coup, nous, on essaye vraiment de pallier à ça en allant voir nos clients directement un maximum ou justement en passant un peu plus de temps au téléphone que certains autres. Mais c'est vrai que, après, moi, d'un point de vue personnel, j'aime bien le contact aussi. Donc, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. En tout Ok, cas, c'était une heureuse rencontre et c'est d'accord. une belle occasion aujourd'hui qu'on a de se rencontrer en vidéo. D'accord. Donc on va voir un peu comment tu es arrivé à être un courtier à Londres. Raconte-nous un peu ton parcours alors, Pierre. Bah écoute, moi je suis rentré d'une manière un petit peu particulière dans ce monde-là. C'est vrai que, comme j'avais eu l'occasion de te le dire en off, c'est vrai que déjà en finance, chez les courtiers, ça se passe de manière un peu différente qu'en banque, hein, où c'est vrai qu'en en banque, on va demander justement certains diplômes, certaines qualifications, j'allais dire universitaires, certains parcours hein, assez formatés. Même ici, dans les pays anglo-saxons, c'est toujours un petit peu comme ça. Alors que chez les courtiers, historiquement, ça a toujours été différent. Mhm. L'expérience se fait plus sur le tas. Et puis, bon, alors, bien sûr, il faut être bon. Hein. Si t'es pas bon, tu dégages entre guillemets. Mais voilà, on donne plus facilement sa chance à des gens qui n'ont pas forcément des parcours formatés comme en banque. Et ça, c'est sympa parce que ça permet justement d'aller côtoyer le marché directement sur le terrain. Mhm. Alors, pour en revenir à moi, c'est vrai que j'avais un peu un pied déjà dedans à travers mes études, parce que j'ai fait des études de commerce international à la base. Alors moi, je suis natif de la région Rhône-Alpes, Grenoble, Lyon, Mhm. surtout. Et puis, je suis parti dans le sud, à Nice, pour aller faire mes études justement de commerce international, où j'ai eu l'occasion de passer toutes les qualifications que je pouvais avoir à ce niveau-là. On était, si je me souviens bien, on était juste avant la crise de 2008, c'était en 2007. Mhm. Et bon, c'est vrai que moi, j'étais étudiant à l'époque, donc la crise, elle m'a pas énormément affecté. Mais c'est vrai que ça a été déjà quelque chose d'apprendre un petit peu le commerce international dans ce contexte-là. Et un de mes premiers boulots, si je puis dire, ça a été justement d'être assistant achat pour un gros groupe d'import-export avec bon, plusieurs continents, mais avec l'Afrique surtout. Et c'était une grosse société basée à Monaco à l'époque. Et C'était du dans quel coup, secteur? c'était vraiment. Alors, c'était que du tertiaire, donc, mais c'était vraiment. Il faisait à la fois de l'énergie, enfin de l'énergie, des matières premières, surtout des grains, du textile, des équipements sportifs, des produits finis. Enfin, il y avait vraiment un petit peu de tout. Il y avait même des Mhm. parfums. Voilà, et c'était pas la même chose qui était importé que exporté. Je me rappelle que, par exemple, on exportait beaucoup de parfums à l'époque, puisque, comme tu le sais, Monaco, c'est pas très loin de Grasse en Mhm. France, où il y a vraiment des grosses maisons, des grosses parfumeries. Et je me rappelle qu'on avait pas mal de clients professionnels, parce que c'était que des professionnels asiatiques, ouais, sur les marchés asiatiques, qui nous commandaient pas mal de choses comme ça. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment une société de commerce international, tout simplement. Donc, si tu veux, il y avait un acheteur dans cette société dont lui, le job, justement, c'était d'aller acheter
les marchandises, les biens au prix le plus bas, tout simplement pour les revendre à prix fort sur le marché européen. Et moi, mon job, c'était justement de monter toute la structure, l'opération d'import-export, enfin l'opération d'import ou d'export, tout simplement. J'étais plus particulièrement en charge de la couverture contre les risques de change. Parce que c'est un peu le cas dans ces grands groupes importateurs-exportateurs. Souvent, il y a des factures dans différentes monnaies. Il y avait des factures en yens, il y avait des factures en yuan, il y avait des factures en dollars américains. Voilà, il y avait toutes ces expositions-là à d'autres monnaies qu'il fallait gérer. Et donc, on avait tout ça. Voilà, on avait des mécanismes en place avec des systèmes d'options, avec des systèmes directement implémentés dans les techniques de paiement comme les crédits documentaires, les lettres de change, etc. Et moi, justement, c'était mon job. C'était mon job justement de m'assurer du suivi de l'opération d'importation ou d'export. Mais j'étais plus particulièrement en charge de la couverture du groupe contre le risque de change. C'était vraiment ça mon truc. Donc, comme tu peux le voir, j'avais déjà un premier pas dans le Forex, sans le savoir, quelque part. Et puis un jour, parce que j'ai un ami à moi qui lui, travaillait à l'époque chez BNP, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était BNP. Et cet ami-là, un jour, justement, m'a fait découvrir un petit peu disons-le simplement, le trading pour particulier tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vrai que ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que la bourse pour les particuliers s'est vraiment, vraiment démocratisée. Alors les particuliers ont toujours pu investir, c'est pas ça que je dis, mais voilà, trader sur Depuis MT4. l'avènement d'Internet, en fait, ouais. Voilà, exactement. Maintenant, on a un accès à la technologie, un accès au marché qui est quand même exacerbé par rapport à ce qu'on avait à l'époque du Matif, etc. Donc, il m'a montré un petit peu ça, et moi, même si j'avais un pied déjà dans l'industrie du Forex, c'était vraiment la couverture de risque de change pour les professionnels. J'étais loin d'envisager justement que on pouvait justement passer des ordres, ouvrir des comptes avec à peine 100 € avec des effets de levier mirobolants. C'était avant les réglementations ESMA qu'on connaît tous maintenant. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a vu que moi, c'était un petit peu mon métier de regarder un peu les courbes des monnaies, les différents rapports de force entre les monnaies. J'ai tout de suite été un petit peu piqué. Donc, ça a été un premier coup de foudre. Et puis, le deuxième coup de foudre est venu un peu plus tard, voire beaucoup plus tard, même, j'allais dire 1 an ou 2 ans après, où vraiment, là, j'ai commencé à me tourner vers l'analyse technique. C'est-à-dire que c'est vraiment... au début, c'était un hobby un petit peu, cette histoire de trading sur le côté, comme ça, sur le Forex, parce que ça faisait un petit peu écho avec ce que je faisais professionnellement. Mais voilà, c'était pas... Et puis, plus j'ai commencé à vraiment à m'investir dedans, plus j'ai commencé à comprendre. J'ai fait comme tout le monde, je me suis renseigné à droite à gauche, comment analyser un marché, les différentes façons d'analyser un marché, les différentes façons de trader un marché. Voilà, un petit peu tout ça. Et ça m'a pris pas mal de temps, parce que quand on n'est pas du milieu, je pense que ça, c'est quelque chose vers lequel beaucoup de personnes pourront s'identifier. Je pense quand on n'est pas du milieu, quand on n'a pas la culture financière, mais également technique, c'est compliqué d'aller investir sur les marchés. C'est compliqué parce qu'il y a tout un tas de choses justement à mettre en place. Il y a les techniques d'analyse et de trading, mais il y a aussi la gestion du stress, la gestion du risque aussi, tout simplement, la gestion psychologique. Enfin, il y a beaucoup de choses il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut apprendre, il faut savoir qui l'on est. Donc voilà, d'ailleurs, ça fait écho à la dernière vidéo que j'avais vue, l'interview que tu avais faite avec Michael Landreau, où il disait justement que voilà, chaque méthode, il n'y a pas de méthode miracle. Finalement, quelque part, chaque méthode est le fruit d'un travail de son utilisateur. On a tous une façon de trader différente. Il ne faut surtout pas prendre la méthode d'un autre, parce que ce qui peut marcher pour toi ne peut pas marcher pour moi. Exactement. Exactement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et contraintes d'investissement, on n'a pas tous les mêmes appétits pour le risque, il y en a qui vont trader plus à très court terme, par exemple Karen Pelwal qui elle trade à très court terme, d'autres qui préfèrent le swing, le long swing. C'est vraiment, c'est ça que j'aime en bourse, c'est que vraiment, chacun peut y aller avec son style. Le point commun quand même des traders gagnants, je pense que c'est la détermination et la rigueur surtout, vraiment se tenir à sa méthode. Mais voilà, en tout cas, les choses se sont faites un petit peu comme ça, et au bout d'1 an ou 2 d'études un petit peu de manière autodidacte dans tout ça, j'ai décidé de vraiment
d'amener mon trading à un meilleur niveau et ma compréhension des marchés à un meilleur niveau en rejoignant notamment l'IFTA via l'AFAT. Donc Mhm. l'IFTA, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération internationale des analystes techniques. C'est vraiment la seule organisation au niveau mondial qui pose les standards en analyse technique. Et l'AFAT, Association française des analystes techniques, c'est tout simplement la branche française de l'IFTA. Et à travers la FAT et donc l'IFTA, j'ai eu accès à des professionnels de marché, vraiment des gens dont c'est le métier. Alors il y a tout, hein. Il y a des traders particuliers dont c'est pas vraiment le cœur de métier de faire ça, mais il y avait aussi des mecs qui bossaient en salle de marché. Il y avait vraiment des gens dont c'était le métier de faire de la performance sur les marchés. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé à la fois dans l'appréhension des techniques parce que rien qu'en analyse technique, finalement, je parle même pas de money management ou de gestion psychologique, mais rien qu'en analyse technique, il y a une infinité, il y a vraiment à boire et à manger dans cette Mhm. discipline. C'est vraiment fou. Que ce soit les méthodes de représentation de prix, les chandeliers japonais, Ikenashi, Renko, etc. Il y a les indicateurs techniques avec toutes les familles de tendances, de volumes, d'oscillateurs, etc. Après, il y a les stratégies de trading, les stratégies de hedging, enfin, il y a vraiment une infinité de possibilités. Et quand on arrive là-dedans et qu'on ne connaît pas, c'est difficile de mettre de l'ordre un petit peu dans toutes ces catégories et Mhm. d'apprendre les choses un peu dans le bon. Enfin, moi, en tout cas, c'est le problème que j'ai eu quand j'ai commencé. C'est pour ça que l'IFTA et la FAT m'avaient énormément aidé à l'époque. J'ai notamment, c'est là-bas que j'ai rencontré Karen Pelwal, j'ai rencontré David Furcage aussi, Robert Haddad, enfin vraiment des gens, des Mhm. professionnels des marchés qui m'ont appris pas mal de techniques et qui m'ont aussi surtout offert une structure. Donc D'accord. après les Et tu as passé certificats. un diplôme d'analyste là-bas Oui, ou... ouais, ouais, absolument. Je me suis mis en tête de passer ce qu'ils appellent le CFTE. En fait, il y a plusieurs diplômes offerts par la FAT. Il y a le CFTE, le Certified Financial Technician, qui lui, en gros, te certifie en tant qu'analyste technique selon les standards de l'IFTA. Et puis après, il y a le MSTA ou MFTA, qui lui est plus un diplôme qui pourrait s'apparenter à un doctorat. Bah, alors, si je dis pas que ça a la valeur d'un doctorat, mais dans le principe de l'examen, il y a un travail de recherche à faire. C'est-à-dire que si le CFTE, c'est un peu comme le permis de conduire, Mhm. dans le sens c'est bon, tu as le permis Ouais. de conduire, t'as le code de la route, tu as le permis de conduire. Le MFTA, c'est vraiment l'objectif du MFTA, c'est d'aller améliorer une technique existante ou d'apporter quelque chose de neuf à l'analyse technique qui n'existait pas avant. Donc voilà, j'ai voulu passer le CFTE pour justement commencer à chercher des postes sérieux dans les institutions financières. C'était vraiment ça mon objectif à l'époque. J'ai commencé par chercher du travail en France. Alors là, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2011, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc, alors c'est plus la crise financière de 2008, mais c'est toujours pas la folie. On est en plein dans la dette grecque, hein. Si tu étais sur les marchés déjà à Mhm. l'époque, tu dois t'en souvenir, 2011-2012. Et, j'ai passé justement pas mal d'entretiens, notamment sur Paris, parce que c'est vrai qu'en France, la sphère financière évolue beaucoup autour de Paris. Et c'est vrai que j'ai été reçu. J'ai été reçu, mais j'ai pas forcément trouvé. J'ai galéré à ce moment-là. J'ai eu quelques mois de passage un peu à vide où vraiment je trouvais pas. Alors certainement qu'il y avait des gens qui avaient plus de compétences que moi ou je ne sais quel diplôme en plus ou je sais Mhm. pas. Peu importe. Le fait est que j'avais pas été retenu. Et un jour, En un France, petit c'est peu très par hasard. élitiste, hein, quand même, parce que moi j'habite en Espagne et j'ai vu C'est la vrai, différence. c'est vrai. Moi, en Espagne, ce que j'ai fait, j'ai fini comme responsable export dans une boîte, mais en France, jamais j'aurais pu faire ça, quoi. C'est-à-dire que c'est, un, le diplôme, et deux, après, tu fais tes preuves. Tandis que c'est En assez... fait, j'avais pas voulu le dire comme ça, mais je le pense un peu. Je suis un peu de ton avis, Denis. Je trouve qu'en France, Enfin, c'est les effectivement, expatriés qui ressentent ça, surtout, quoi. ouais, Ouais. bah oui, forcément, parce que moi, je suis à Londres. Mais si Mm. j'avais trouvé du travail en France, je serais pas parti, si tu veux. Mm. Alors, j'avais rien contre l'idée de partir, bien au contraire. Je suis un peu un explorateur dans l'âme, mais voilà, à la base, vraiment, je cherchais du travail en France. Effectivement, si tu sors pas de telle école ou si t'as pas fait tel diplôme, et surtout dans la finance, enfin, c'est vrai partout, mais en tout cas, moi, j'ai eu cette expérience en finance. Et c'était compliqué. Mais j'avais beau être motivé, c'était compliqué. Mhm. Et du coup, un jour, j'étais un petit peu vexé. Je me rappelle, c'était un week-end. Et je me suis dit, bon, ça fait des semaines et des semaines que je cherche, j'y arrive pas. Bon, on va. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de. Vraiment, j'avais aucune racine dans le sens où j'avais pas de copine, j'avais pas de femme, rien. Mhm. Je me suis dit, on va essayer de postuler à l'étranger. Je me suis dit, lundi, j'envoie mes CV à Londres et mardi, j'essaye à New York.
Mhm. J'ai envoyé mon CV à Londres le lundi matin vers 9h. J'ai eu une réponse dans l'après-midi, quelqu'un qui m'appelle de chez Active Trades, Mhm. qui me pose deux, trois questions, voilà, deux, trois questions techniques sur les marchés, la valeur du PIB sur l'euro-dollar, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. On m'invite pour un second entretien la semaine d'après physique dans les bureaux de la City à Londres. Je le passe et une semaine après, même pas, 3, 4 jours après, j'ai la réponse. On me dit bon, bah voilà, on aimerait bien te prendre. Quand est-ce que tu peux commencer? Mhm. Et là, c'est voilà, c'est l'anecdote un petit peu cocasse, c'est que bon bah moi j'étais à l'époque j'habitais à Nice, j'avais voilà, j'avais ma vie là-bas entre guillemets, mais j'étais prêt à bouger, mais voilà. Je lui ai dit bah écoutez moi on était fin février, je leur ai dit fin mars ça me dirait bien parce qu'il fallait que je rende mon appart, mes Mhm. meubles, enfin des détails organisationnels techniques et puis même faut quand même aussi changer de pays, donc venir ici ouvrir un compte bancaire, le téléphone, enfin il y a tout Mhm. un tas de choses à faire. Ils m'ont dit non, non, parce que les Anglais, ils n'ont pas le temps, hein, Mhm. ils prennent, Ouais. voilà, ils n'ont pas le temps, c'est soit c'est oui, soit c'est non. Ils m'ont dit non, 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 mais faut c'est que en heure qu'on dans. te parle, c'est pas en jour, c'est en heure. Voilà. Ils m'ont dit non, non, faut que le 12 mars, tu sois ici. Ouais. J'ai dit ah d'accord, donc j'ai changé de vie comme ça en une dizaine de jours. Mhm. Et c'est ça que j'ai bien aimé, ça c'est un des trucs que j'ai vraiment bien aimé dans la mentalité anglo-saxonne, c'est que c'est des gens, quand il y a une opportunité, quand ils veulent faire du business ou quand il y a quelque chose à faire, ils le font. Ils font pas traîner. Un exemple très simple, c'est le système bancaire en Angleterre. Je veux dire, je veux pas critiquer ce qu'on a en France, mais quand je vois qu'en France, des fois, enfin, je sais plus si c'est le cas maintenant, mais avant que je parte pour déposer un chèque, il y avait 3 jours de délai de valeur. Enfin, alors qu'en Angleterre, tout est instantané. Mhm. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment des différences. On sent le poids de la City Ouais. justement dans l'administration anglaise. Du coup, c'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites. J'ai démarré chez Active Trades en mars 2014. Et voilà, bon, à partir de là, il leur manquait un petit peu parce que c'était déjà un courtier renommé à l'époque, top 1 enfin top 1 en Allemagne et en Italie notamment. Mhm. Très gros marché pour Active Trades d'ailleurs, l'Allemagne et l'Italie. Et il leur manquait un petit peu cette vignette analyste et analyse technique, analyste même au sens large, hein, même il n'y avait même pas de département d'analyse fondamentale ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu ça, ce rôle-là, publier des analyses, fournir des analyses aux clients et puis développer le pôle un petit peu formation aussi, faire des tutoriels, des webinaires, des modules de formation, des séminaires, des choses Mhm. comme ça. Donc j'étais vraiment beaucoup là-dedans. Et les choses se sont faites comme ça. Au final, ça a été le début d'une belle D'accord. aventure en tout cas. Et la City, comment ça s'est passé, ton adaptation à la City? Parce que quand on parle de la City, en fait, c'est le pôle mondial de la finance, en fait. Est-ce que ça se ressent ça? Est-ce qu'on ressent ça là-bas ou pas? Oui, bah alors oui, c'est clairement on le ressent. La City, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la City comme étant la première place financière au monde. Bon, en termes de volume, c'est notamment vrai sur le Forex avec les fameux 5000 milliards échangés tous les jours. Mhm. Aux États-Unis, Wall Street reste quand même leader, je pense, sur les marchés equity, donc tout ce qui gravite autour des actions. Mais la City, c'est déjà rien que physiquement, c'est Mhm. la plus grande place financière. Je veux dire, c'est 2,5 miles carrés, c'est vraiment un quartier dans le centre de Londres. C'est pas juste une rue comme à Wall Street. Mhm. Après, c'est une place aussi historique. On en parlait, je me rappelle la dernière fois en off. C'est un lieu historique. C'était vraiment là-bas, dans le Moyen Âge, justement, que les marchands venaient traverser le London Bridge, justement, et venaient vendre leur bétail, leurs céréales, leurs matières premières. Mhm. C'est vraiment tout là-bas que le commerce se faisait. Et d'ailleurs, pour revenir à la petite histoire que je t'avais racontée aussi, quand tu te balades dans la City, le nom des rues est un peu, enfin les plaques des rues sont un peu différentes et il y a des petites statues. Il y a des petites statues de griffons. Alors c'est des statues de griffons. Le griffon c'est un animal qui s'apparente un peu à un dragon Mhm. et qui a sous sa patte gauche un coffre qui symbolise le trésor. Et ça en fait c'est fait, bah, ça nous vient du Moyen Âge justement où la City était déjà comme j'ai dit une place financière très très forte. Et c'est justement, c'était pour symboliser le fait que la City représentait la richesse du Royaume-Uni.
Et le griffon est le gardien, justement, le protecteur de ce trésor, de cette richesse-là. Donc, d'ailleurs, quand on descend à la station de métro, là, juste à côté des bureaux d'Active Trades à Tower Hill, il y a les vestiges de l'ancien mur romain qui délimitait la City. Il y a même d'ailleurs une statue de Jules César juste à côté. Donc, c'est vraiment, historiquement, voilà, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui a énormément de sens. Et même aujourd'hui, c'est un gouvernement dans le gouvernement. On en parlait l'autre jour. Il y a le maire de Londres et il y a le maire de la City. Il y a vraiment un statut particulier autour de... Mais le maire de la City dépend du maire de Londres ou il est complètement à part? Ah non, c'est deux choses séparées. Alors, il y a les élections du maire de la City ou pas? Voilà, absolument. Il y a des élections du maire de la City. C'est pas tout le monde qui a le droit de voter. Il y a uniquement des citoyens d'honneur de la City qui sont élus parmi des lords. Poutine, dont tu m'avais dit aussi. Pardon? Vladimir, non, tu m'avais dit aussi. Vladimir Poutine, d'ailleurs, ça c'est un peu l'anecdote que je sors souvent, est citoyen d'honneur de la City. C'est-à-dire qu'il a le droit de voter pour le maire de la City. Alors après, ça c'est l'aspect théorique, mais en pratique, il y a quand même, je veux dire, c'est pas non plus un gouvernement autarcique, complètement autonome, qui va prendre des décisions complètement contraires. Non, il y a une symbiose entre Londres et la City, et même entre la City et le reste du Royaume-Uni. Mais c'est quand même un statut un peu à part. Voilà. C'est pas une zone franche, il y a... Ah non, il y a pas de, c'est pas un paradis fiscal, c'est pas une zone franche. Il y a même pas de délimitation physique, enfin hormis finalement les statues de griffon, les rues qui changent un petit peu, mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas de portail, il n'y a pas de barrière, quoi. Chacun peut rentrer, sortir comme il veut. Mais c'est plus pour la symbolique qu'autre chose finalement. Donc voilà, c'est comme si à Paris il y avait un maire de la Défense et un maire de Paris finalement, quoi. D'accord. C'est un peu étrange. Donc toi, tu es analyste et au niveau trading, tu trades sur quels actifs? Alors moi, donc à la base, comme j'ai dit, je viens du forex. À la base de la base, c'est vraiment ça, c'est mon marché de prédilection. Et puis encore une fois, je fais un parallèle avec ce que disait Michael Landreau dans tes dernières vidéos, où il parlait justement du forex. Il disait que c'était le marché le plus compliqué, si je me souviens bien. Il disait lui-même, il avait du mal sur le forex parce que c'est compliqué. Et alors moi, je le rejoins un peu dans le sens où la particularité du forex, c'est quand même on investit sur deux actifs en même temps, hein, finalement. Hein. C'est pas, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas anodin. Quand j'achète de l'euro-dollar, j'achète de l'euro, je vends du dollar. Bon, ça veut dire que en termes analytiques, en tout cas, sans parler de la technique, si vraiment on veut faire du fondamental, c'est compliqué parce que il y a les chiffres économiques des deux zones économiques en question, les rapports d'inflation, les PIB, etc. Il y a les déclarations des responsables politiques des deux zones économiques aussi à prendre en compte, les politiques monétaires qui sont différentes, etc., etc. Donc c'est compliqué. Maintenant, c'est quand même un marché qui, je pense, enfin une classe d'actifs, lorsqu'on a appris à l'apprivoiser. Quand je dis apprivoiser, c'est vraiment savoir un petit peu comment ces paires-là évoluent, quels sont les plus gros market movers, quelles sont les échéances sur les marchés forex, etc. Ça devient non pas facile parce que jamais rien n'est facile en bourse, hein, mais ça devient plus accessible. Voilà. Donc après, pour répondre à ta question, et c'est beaucoup d'analyse technique, le forex, ou plus d'analyse fondamentale en fait, plus des unités courtes, non, sur des retournements de tendance ou des suivis de tendance, ou comment ça se passe? Alors, là, tu parles en trading ou en analyse? Parce que je différencie les deux. Moi. Ouais. Voilà. En analyse, alors moi déjà je suis analyste technique, donc c'est vraiment ça ma spécialité, c'est-à-dire que je pars du principe que je peux même tirer une anticipation juste en regardant l'évolution des prix. Parce que tout a un effet retard sur les prix, finalement, même les indicateurs techniques ont des effets retard sur les prix. Le prix, c'est vraiment le seul endroit où on peut voir la somme de toutes les informations concernant un actif. Donc, c'est vraiment mon indicateur premier, si tu veux. Maintenant, sur le Forex, quand même si on est très technique, c'est important d'avoir en fil rouge, alors je dis pas de faire attention à tout, mais au moins en fil rouge, parce que ce sont les banques centrales qui font la pluie et le beau temps sur le Forex. Donc, c'est bien d'avoir en fil rouge les politiques monétaires, avec les taux directeurs et les rapports d'inflation. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Et, regarde, par exemple, aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est un peu le jour de tous les enjeux. Avant de faire notre petite vidéo, j'étais en train de regarder le comportement de l'euro pendant que Christine Lagarde parlait. Bon,
On voyait un élargissement des spreads, on voyait le marché était beaucoup plus nerveux. Alors finalement, les taux sont restés inchangés, mais Christine a dit que voilà, le pipeau habituel, comme quoi il ferait tout ce qu'il ferait pour soutenir les marchés. Ils allaient attendre les chiffres du mois de novembre pour agir. Mais on sent bien que même si on est très technique, alors c'est marrant parce que j'avais fait une analyse technique sur l'euro GBP et le GBP USD avant que Christine Lagarde parle. Et les objectifs ont été assez bien respectés dans l'ensemble. Mais la nervosité avec laquelle on est allé chercher ces objectifs, justement, elle était plus due au côté fondamental qu'autre chose. Donc, c'est important. Moi, je suis très technique et vraiment, je le dis, je le redis, moi, c'est vraiment ma spécialité, c'est l'analyse technique. Maintenant, je pense que c'est bien de combiner un peu les deux et surtout sur le Forex, de garder en fil rouge, savoir un petit peu quelles sont les politiques monétaires, quelles sont les tendances. Voilà. Je pense que c'est bien. Après, chaque classe d'actifs a ses propres market movers. Sur les actions, notamment, là, on est en plein dans la saison de publication des résultats. Aujourd'hui, on a les big tech américaines qui publient leurs résultats. On a Apple, Amazon, Facebook, Twitter. Enfin, voilà, on a pas mal de choses. Et en plus, on a quand même il y a les élections présidentielles américaines, il y a le virus avec les nouveaux confinements dont on parlait en Espagne, en France, en Allemagne, etc. Donc il y a pas mal de moteurs en ce moment sur les marchés, ça bouge vraiment beaucoup. Est-ce que tu crois que c'est pas tout un peu pricé? Parce qu'en fait, ça venait depuis une semaine, c'était un peu un secret de polichinelle qu'on allait être confiné, quoi. Est-ce que le marché a déjà pricé ça ou pas? Ah oui, ah oui. Alors moi, je le pense sincèrement, Denis. De toute façon, les traders tradent le futur. Ça, voilà, ça, les traders sont dans le futur. Et si tu regardes bien, quand on s'est fait confiner la première fois en mars, alors nous en Angleterre, ça arrivait le 22-23 mars. Je pense que ça arrivait à peu près en même temps en France. Non, en France, enfin, la grosse chute, je crois que ça a été le week-end avant le 28 février en Lombardie. C'est là. Non, mais attends, je te parle pas de la chute sur les Ah marchés, ouais. je te parle du confinement. Et justement, c'est un Ouais, point ça a que tu été 2 semaines soulignes avant, je crois. Hein. Parce qu'en parce Espagne, on l'a fait que un jour, en France, ça a été le lendemain, et en Grande-Bretagne, ça a été 2 semaines après, je crois. 1 ou 2 semaines voilà. après. Hein. Ouais. Et si tu regardes bien les graphiques, Ouais. les drops sur les marchés actions, c'est fait, mais pendant les semaines avant le confinement. Ouais. La Nous, Lombardie. La Lombardie. voilà, Le à lundi, partir, ouais. voilà, à partir du moment où on a été confiné, on était sur le bottom de marché, ça commençait à repartir à la hausse. Donc en fait, et d'ailleurs, moi c'est marrant parce que, petite anecdote là-dessus, cette histoire de coronavirus, je me rappelle, j'étais entre Noël et le jour de l'an, je suis revenu en France pour quelques jours de vacances avec des amis, la famille, etc. Quand je suis revenu début janvier à Londres et que j'ai commencé à écrire mes commentaires de marché comme je fais tous les jours, j'avais vu, parce que moi, si tu veux, avec le Bloomberg Terminal, je voyais qu'il y avait eu un coronavirus découvert en Chine. Directement, dès le début janvier, je le savais. Enfin, comme tout le monde, tous ceux qui étaient un peu connectés, on le savait. Et si tu veux, là aussi, je ne sais plus qui disait ça sur ta chaîne, mais ça m'a paru évident, si tu veux, que ça allait venir. Tout est mondialisé aujourd'hui. C'était évident que ça n'allait pas rester en Chine. Et je me suis dit, dès qu'on va voir le premier cas en Europe, les marchés vont commencer à fléchir. Et dès qu'on aura le premier cas à New York, là, ça va encore être autre chose. Et ça va encore tomber. Et le jour où Trump va le choper, on verra ce que ça va donner. Ouais, ça a été ça. Ouais. C'est ce qu'on disait à l'époque. Donc ouais, non, voilà, c'est là. Alors, bien sûr, regarde, par exemple, le coronavirus, c'est un exemple parfait. C'est un peu comme un signe noir, un Black Swan, comme on dit. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envoyé mes prévisions à Bloomberg et Reuters à la fin de l'année dernière, parce que si tu veux, à la fin de chaque trimestre, ils nous demandent des prévisions sur 1 an et demi pour les marchés boursiers. C'est compliqué. C'est un exercice compliqué à faire. Surtout dans le monde dans lequel on vit, d'avoir une prédiction boursière à 1 an et demi. C'est-à-dire que les analystes à Londres, ils prévoient le futur, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils disent. Voilà. Ils disent Mais en fait, si tu veux, moi, faut pas oublier que la bourse, en tout cas l'analyse technique, les graphiques, quand on regarde un graphique, on est face à un système, ça faut que les gens se le mettent dans la tête, ça, absolument. On est face à un système semi-déterministe soumis à l'effet papillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que semi-déterministe, ça veut dire qu'il n'est pas complètement déterministe, sinon tout le monde aurait raison. Hein, si vraiment on pouvait prévoir à 100% à chaque fois où ça allait aller, bon, il y aurait plus de. Voilà.
Et c'est pas complètement chaotique non plus, parce que quand on fait de l'analyse technique, quand on trace des canaux, quand on trace des supports, des résistances, on voit bien qu'ils sont reconnus par le marché. Donc on voit bien qu'on arrive à dégager des tendances, on arrive à dégager des probabilités de scénario à la hausse, à la baisse, etc. On arrive à le faire. Maintenant, c'est soumis à l'effet papillon. En fait, c'est l'effet papillon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la moindre petite information peut avoir des grosses conséquences sur les cours à long terme. En gros, c'est comme ça que je l'explique. Et en fait, si on veut trouver une analogie assez sympa, on peut prendre par exemple la météo. La météo, c'est un système semi-déterministe soumis à l'effet papillon. C'est-à-dire que justement, ça vient de là. L'effet papillon, on cite souvent cette phrase un battement d'aile au Brésil, un battement d'aile de papillon au Brésil provoque une tornade au Texas. C'est pas le battement d'aile du papillon qui va provoquer la tornade au Texas. C'est le battement d'aile du papillon qui va provoquer autre chose. Et puis c'est une réaction en chaîne qui va mener à une tornade au Texas. Et en fait, la météo, quand on regarde bien, même là, en 2020, dans notre époque de très haute technologie, on arrive à faire des trucs de fou. Enfin, c'est vraiment, voilà, on envoie des gens sur la Lune, etc. C'est cool. La météo, on n'arrive pas à avoir des prévisions fiables à long terme. À plus de 10 jours, 2 semaines, on n'y arrive pas. Je veux dire, à long terme, alors, ok, on a une saisonnalité. On sait qu'en hiver, il fait froid. On sait que les vents vont vite à l'intersaison. Voilà, on arrive à dégager des généralités. La météo, on bosse sur des modèles, en fait. C'est-à-dire exactement. Alors, il s'est passé ça, donc la probabilité que qu'il se passe ça et ça. Mais il y a tellement de modèles qu'il faut prendre le bon. En plus, on n'a pas tout modélisé. C'est ça. Et en fait, là où je veux en venir, Denis, c'est que théoriquement, il est possible d'avoir un degré de précision proche du 100% en météorologie, théoriquement. Mais pour ça, il faudra avoir à sa disposition une quantité infinie d'informations. Il faudrait connaître la température, la vitesse du vent à chaque point de l'atmosphère, la gravité terrestre à chaque endroit, la respiration des gens dans l'atmosphère. Il faudrait connaître énormément de variables dans tous les points, sur chaque point spatial de la Terre, tout simplement. Et en bourse, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en bourse, c'est pas super compliqué d'avoir une prévision à court terme, mais plus on va élargir l'horizon de temps et plus il va falloir une quantité d'informations en base de l'analyse importante. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est pour ça que moi, sur mon trading, on va revenir à des choses plus concrètes. J'aime bien le court terme, voire le très court terme. Pas forcément le scalping, attention. Mais l'intraday, le 2-3 jours Ouais, l'intraday j'aime beaucoup. Quelques cours swing sur 2, 3, 4 jours éventuellement quand il y a une belle opportunité, notamment sur les actions. Voilà, vraiment ça va dépendre. Mais ouais, globalement j'aime bien être liquide le soir quand je vais me coucher. C'est pas que j'ai peur qu'il se passe quelque chose pendant la nuit, parce qu'il se passe rarement quelque chose pendant la nuit. La plupart des gros mouvements ont lieu quand même, surtout pendant la session européenne et la session américaine. Enfin, après, ça dépend le marché sur lequel on est. Mais ça dépend si Trump se réveille bien ou se réveille mal avec son tweet, quoi. Voilà. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui fait le marché. C'est les tweets de Trump. Hein. Ça a été ça toute l'année 2020. Hein. Ça peut arriver en pleine journée. Ah oui, non, mais ça m'est déjà arrivé de me prendre 200 points dans la tête sur un tweet de Trump, hein, comme à pas mal de monde, j'imagine. Donc ça, c'est des choses. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'analyse technique, c'est que quand on regarde les excès de prix qu'il y a dus à des choses qu'on pourrait qualifier de fondamentales, des tweets, des annonces un peu surprises, des choses comme ça, on s'aperçoit que ça s'intègre vite dans les prix et que voilà. Il y a toujours possibilité de dégager des tendances, des prix d'entrée, des objectifs, des niveaux d'invalidation. Enfin, moi, je pense que dans notre époque de haute technologie, c'est pas les outils qui manquent, justement. Donc, et ton signal ou ta pattern favorite, c'est quoi en analyse technique? Alors, moi, j'aime beaucoup les figures de continuation en analyse technique. Alors, parce que je distingue deux choses. Il y a les figures de prix, qui sont composés d'un ou plusieurs chandeliers, comme par exemple les marteaux, les bébés abandonnés, les étoiles filantes, etc. Et puis il y a les figures que j'appelle chartistes, qui, elles, vont plus comprendre un ensemble de prix, comme justement les triangles, les canaux, les épaules tête-épaule, les choses comme ça, qui sont plus longues finalement à mettre en place. Moi, j'aime bien les figures de continuation parce que je trouve que c'est vraiment les figures qui ont le plus haut taux de fiabilité. Donc, tout ce qui est rupture de fanion, drapeau, ou biseau de continuation. Les figures de renversement, donc les doubles top, enfin les doubles triple sommet, les épaules tête-épaule,
les figures en diamant ou en soucoupe, Mhm. comme on a par exemple sur le café actuellement. Ça, c'est des mouvements qui peuvent être, enfin comment dire, c'est des figures qui offrent un très beau potentiel, mais il faut savoir les traiter. C'est un Mhm. peu comme les figures harmoniques. Et souvent, il y a des forts Mhm. mouvements de prix derrière, mais il faut savoir les traiter. Et ça m'a demandé plus d'expérience. Les figures de continu. En fait, moi, si tu veux, c'est là où je rejoins un peu Karen Pelwal dans la philosophie. C'est que j'aime les choses simples en Mhm. trading. J'ai rien contre des systèmes sophistiqués, voilà. Mais bah, pour reprendre la formule de Karen, la simplicité et la sophistication ultime. Je crois qu'elle dit Mhm. quelque chose comme ça dans son bouquin. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé parmi tous les traders pros avec qui j'ai pu travailler, que ce soit les traders en compte propre ou des traders en banque, tout simplement. On voit, ils n'ont pas énormément de choses sur leur graphique. C'est vachement Mhm. épuré. Ouais, tout Et le ça monde veut dit pas dire ça, qu'ils, ouais. Mhm. voilà, ça veut pas dire qu'ils y vont au petit bonheur la chance non plus, hein. Mais déjà, alors déjà, la première des choses, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'analyse énormément le prix lui-même. Donc pour moi, tout ce qui est figure chartiste, figure de prix, c'est des choses ultra importantes. La plupart des gens, la plupart des traders particuliers, si j'ose dire, qui n'ont pas forcément la culture d'analyse technique et la culture financière, ils vont, ils vont vraiment, ils vont mettre un paquet de choses. Ils ont des Ouais, graphiques qui ressemblent à des sapins de Noël parfois. Je te le ouais, dis ouais, honnêtement, Denis, ouais, ça ouais. brille dans tous les sens, Mhm. c'est n'importe quoi. Quand je vois que quelqu'un sur un Ishimoku, il a des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, un MACD, Un RSI, un ouais, ouais. Momento, c'est bon quoi. Je veux dire, Mais tout ça, ça vient de, ça vient de d'Internet, hein, parce qu'en fait, au début, quand tu te formes, tu regardes sur Internet et on commence à parler du RSI, du momentum, du MACD, du tout ça. Et après, tu t'aperçois, tu épures, tu épures, tu épures, tu épures pour arriver à 2 mm ou 3 mm. ouais voilà. Voilà. Non mais Enfin, il y en a qui est alors 2 ou 3 mm, un autre, ce sera un Ishimoku, mais avec 2, 3 ou 4 indicateurs, quoi. c'est ça, en fait, moi, si tu veux, je vais pas te dire, je suis pas là pour crier Hmm. sur tel ou tel indicateur, je vais pas te dire Ishimoku c'est bien, le MACD c'est dépassé, machin. Non. Et si tu regardes toutes les analyses que je poste à la fois sur YouTube, sur les pages Facebook, sur Hmm. Twitter, etc., j'essaye justement d'utiliser des indicateurs un peu différents à chaque fois. Des CCI, des momentum, du parabolique SAR, du Ishimoku. En fait, c'est pour montrer que il n'y a pas de bons ou de mauvais indicateurs, il n'y a que des bons ou des mauvais traders. Mhm. Si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je pense que ça sert à rien d'aller mettre sur un graphique je ne sais combien d'indicateurs parce que soit dans le meilleur des cas, ça va te donner des signaux qui seront contradictoires et donc tu vas jamais rentrer sur le marché, ou alors ça va simplement polluer ta vision des choses et ça va polluer ton trading. Donc voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais indicateurs, c'est juste qu'il faut arriver à trouver une méthode qui correspond à sa propre personnalité sur un indicateur qu'on aime bien. Tu vois, moi par exemple, regarde, sur l'analyse, moi je suis à l'aise avec, parce que je suis analyste technique quand même certifié, donc je suis à l'aise avec un paquet de techniques, un paquet d'outils techniques, d'oscillateurs, d'indicateurs, etc. Je suis à l'aise, je sais les utiliser. Que ce soit un DMI, les volumes, etc. Je sais les utiliser. Maintenant, en trading, moi, quand je trade, par exemple, si jamais je trade, j'aime utiliser l'Ishimoku. Mhm. Parce que je trouve qu'en trading, c'est ça m'offre ça m'offre un style de trading qui est adapté à ce que moi j'aime bien faire, tu vois, où ça me force à attendre des confirmations, ça me fait rentrer sur le marché avec un petit peu plus de manque à gagner dans le sens où je rentre avec un peu plus de retard, mais j'ai plus de probabilité avec moi. Je dis pas que c'est mieux qu'un trader qui va trader avec du MACD ou des breakouts sur RSI, mais voilà, en tout cas c'est ce que moi j'aime bien faire. Mhm. Donc voilà, c'est juste si j'avais un message à passer par rapport à ça, euh, c'est un peu n'essayez pas de tout mettre sur votre graphique, essayez de voilà, trouver un indicateur que vous aimez bien, essayez à la limite de l'optimiser. Moi par exemple le RSI, j'adore cet indicateur-là. Le MACD, je l'adore aussi, mais le MACD, j'aime bien l'utiliser en 9, 19 et 6 sur les réglages. Voilà, j'aime bien Mhm. les modifier. Après, ça dépend des classes d'actifs, ça dépend des niveaux de volatilité des actifs qu'on traite aussi. Mais pareil sur l'Ishimoku, de temps en temps, quand je dois placer un stop, j'aime bien utiliser l'ATR dans le calcul de mon stop pour avoir un stop un peu plus intelligent aussi. Mhm. C'est voilà, chacun doit faire l'effort de. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ce qui marche pour moi va peut-être pas marcher pour Ouais. toi et inversement. Voilà. Justement, Donc, parce que toi, tu es analyste et trader, quelle est pour toi la différence entre un analyste, un bon analyste et un bon trader, on va dire? alors, là encore, je vais rejoindre un peu Karen. Euh, Dans le sens où il me semble que dans son bouquin, elle dit quelque chose comme un trader doit être un bon analyste, mais un bon analyste fait rarement un bon trader.
Alors, Ouais. je m'explique parce que c'est quelque chose qui peut être assez étrange, assez flou pour pas mal de personnes. Parce que souvent les gens se disent, tiens, mais si c'est un bon analyste, c'est forcément un bon trader. Parce qu'un bon analyste, il arrive à dégager avec un Hmm. certain niveau de probabilité de succès des scénarios sur les marchés. C'est vrai, mais le trader a un œil beaucoup plus fin que celui de l'analyste. Par exemple, un analyste, lui, il va, je sais pas moi, par exemple, il va prendre le graphique du Nasdaq et il va se dire, bon, il va regarder plusieurs unités de temps et il va se dire, bon, bah là, par exemple, les cours évoluent sous un niveau de un niveau de support, de résistance, pardon, important, recoupé sur plusieurs unités de temps. Voilà, il va utiliser des outils mathématiques, des outils de dessin, peu importe. Il va dégager une analyse, il va dire, tiens, si on franchit ce niveau-là, eh ben, on a de grandes chances d'aller chercher tel niveau, puis tel niveau, puis tel niveau. Voilà. Voilà, l'analyse, il va dire ça. Le trader, maintenant, il va dire, OK, si on casse ce niveau-là, on va aller chercher ce niveau, ce niveau et ce niveau. Maintenant, comment je le trade? Hmm. Comment je le trade? Est-ce que je trade au breakout? Est-ce que je rentre une grosse position sur le breakout et j'allège sur les niveaux de résistance qui suivent? Est-ce que j'ouvre une petite position sur le breakout et je renforce la position sur tous les niveaux de résistance? Est-ce que j'entre pas sur le breakout, mais j'entre sur le pullback Mhm. qu'il y a eu après la cassure? Est-ce que je rentre en deux fois? Est-ce que voilà. En fait, et quel sera mon niveau d'invalidation aussi? Tu vois? Le Donc stop, le stop win, quand est-ce que je monte voilà. mes stops, quand est-ce que... Ouais. Hmm. Voilà, en fait, le trader, si je dois résumer les choses simplement, il doit convertir l'opportunité donnée par l'analyste en une opportunité de gain, une opportunité de trading. C'est-à-dire que, par exemple, regarde, je vais te dire une chose toute bête, mais ça se trouve, l'analyste, il va dire, tiens, euh, Netflix risque de monter là-haut. Bon, bah, si l'analyste il juge que ce premier objectif il n'est pas assez loin ou il va peut-être pas vouloir traiter, il va peut-être se dire c'est peut-être pas une opportunité, je vais peut-être attendre le prochain Ouais, mouvement ouais. correctif, je vais peut-être Ou il va peut-être voilà en voir fait aussi les indices comment ils sont, en disant bah, si l'indice, voilà si j'ai le vent de face, ben peut-être que je rentre pas voilà quoi. Hmm. exactement. Et puis après je parle même pas des techniques de gestion de position. Est-ce que je couvre, est-ce que je hedge, est-ce que je hedge avec le même actif, est-ce que je hedge avec le enfin voilà, je pense que le trader il est obligé d'être un bon analyste. En fait, analyser un marché quand on parle franchement, c'est pas. Moi, je te le dis honnêtement, c'est pas la partie la plus difficile pour Hmm. moi. Je trouve que l'analyse technique, si je devais vulgariser, je dirais que ça serait du coloriage pour adultes. Hein. Parce que Hmm. sans déconner, ouvrir un graphique, relier des sommets entre eux, des creux entre eux, Exactement. Hmm. mettre des supports, des résistances horizontaux en regardant s'ils sont bien reconnus par le marché, machin. Alors ok, ça nécessite une certaine expérience, un certain œil, une certaine observation. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Trader, par contre, l'opportunité derrière, ça, c'est plus compliqué. Aller gérer un risque, parce que c'est ça aussi je veux dire, c'est tout bête, mais un analyste, il va dire, bon, ça va monter, ça va descendre. Le trader, il doit répondre à 5 à 6 questions. Il doit répondre sur quel marché je traite, combien je traite, ça, c'est certainement la Quel question la risque? plus Ouais. Hmm. importante, quel risque, voilà. Où est-ce que je coupe la position si elle est perdante, où est-ce que je coupe la position si elle est gagnante, et comment je vais trader le mouvement. Est-ce que c'est en une ou en plusieurs fois avec des ordres différés, blablabla. Donc c'est beaucoup, ça nécessite un degré de précision accru par rapport à l'œil de l'analyste, qui finalement, l'analyste, en fait, c'est juste un spectateur, alors que le trader, c'est un acteur du marché, tout simplement. C'est D'accord. comme ça que moi, je le vois. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu quand j'avais commencé à trader il y a quelques années, parce que je m'étais naturellement orienté vers l'analyse en me disant, si j'arrive à savoir comment analyser un marché, ben, je saurais où le marché va aller. Du coup, je pourrais utiliser ces connaissances pour mon profit. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que en trading, C'est il y a une infinité. Par exemple, sur un même mouvement, tu peux mettre trois traders d'affilée et les trois, ils vont le trader de manière différente. ah ouais. C'est C'est frustrant ça voilà. en plus. Hein. Moi aussi, c'est pareil au début. Analyste, comme tu dis, c'est facile de tracer des traits, tout ça. Mais après, quand faut prendre les décisions, c'est plus compliqué, quoi. C'est ça, C'est c'est le plus ça, compliqué à faire. Hein. c'est ça. Et tu sais, L'analyse, c'est 10% du trade, en fait. moi, c'est ce que je pense. Et Ouais. alors, là encore, pour finir là-dessus, je suis allé sur pas mal de conférences, de séminaires, de salons, notamment bah, en France, en Italie, en Allemagne, et j'ai rencontré beaucoup de traders particuliers. Et je me suis rendu compte que ces gens-là se dépensaient énormément d'énergie à la recherche du meilleur indicateur ou de telle ou telle technique d'analyse et faisaient complètement l'impasse sur le money management, par exemple, qui pourtant est crucial. Je veux dire, tu Hmm. peux avoir une très bonne méthode de trading, si tu sais pas gérer le risque, tu cours dans le mur.
Hmm. Tu vas vraiment dans le mur. Je pense tôt ou tard, hein, Mhm. ça peut prendre des semaines, des années, mais tu iras. Si tu sais pas gérer Ou ton risque, par l'inverse, si exemple. tu prends des trop petites positions, tu prends pas assez de risques. Ouais, ouais. Ah bah, Hmm. je veux dire, la personne là qui a une bonne méthode de trading sur les 4 5 dernières années, alors ok, elle a fait du profit, le marché a bien monté, il n'y a pas de souci. Cette année-là, si elle ne sait pas gérer son risque, où il y avait des jours à moins 12% sur le CAC, machin, bah, elle est morte. Mhm. Elle est morte parce que même si elle crame pas son compte en un trade, le dégât que le trade va laisser psychologiquement, ça va l'achever, quoi. Ouais. Ça va être très compliqué de remonter une perf comme ça derrière. Souvent, le trader va être incité à augmenter, à prendre des positions déraisonnables pour rattraper justement la perte, et c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, je pense que vraiment l'aspect le plus dur en trading et à la fois le plus facile, c'est l'aspect psychologique. Alors, c'est l'aspect le plus dur parce que c'est énormément dur de lutter contre soi-même et ses émotions, mais c'est l'aspect le plus facile parce que si on a un bon money management carré et qu'on a une bonne méthode de trading carré qui vraiment laisse rien au hasard et répond à toutes les questions, et bah du Mhm. coup ça limite les implications émotionnelles dans le trading. Donc Ça limite le forcément, FOMO, ça limite tout ça, ouais. si je rentre sur un marché, tu vois, par exemple, là, je regarde le CAC 40, voilà, cote à 4580, je me dis qu'il y a peut-être une possibilité de rebond, voilà. Si je rentre comme ça, sans Mhm. niveau d'invalidation, sans objectif, juste en me disant ça va monter, bah, je vais être le souffre-douleur du marché derrière, parce que si le marché descend, monte, fait l'accordéon, bah, moi, j'ai pas de plan, je sais pas où je sors, et du coup, émotionnellement, ça va me tuer. Donc, Toi, justement, qui travaille pour Active Trade, qui est plutôt un trader CFD, pourquoi 75% des gens perdent alors en bourse? C'est le bah, levier, c'est la mauvaise méthode, c'est... alors, je pense que comment dire, c'est un medley de plusieurs choses. Alors, c'est vrai que le levier, on parle souvent du Mhm. levier comme étant la source principale de ce problème-là, ce qui est vrai. Alors, vrai, oui et non, parce que le levier, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé par lequel on peut mettre sur le marché plus que ce qu'on a réellement Ouais. en capital sur le compte de trading. Grossièrement, c'est ça, hein. Grossièrement, c'est ça. Et ça permet de prendre plus de risques, mais c'est un couteau à double tranchant parce que voilà, ça peut rapporter plus de profits, mais plus de pertes aussi. Et généralement, là où ça devient piégeux, c'est qu'il y a des personnes qui savent pas. En fait, le levier, pour des personnes qui savent bien le gérer et qui savent trader, des mecs qui ont des années d'expérience sur les marchés, qu'ils soient professionnels ou particuliers, hein, c'est un outil formidable. Franchement, c'est un outil formidable parce que ça permet beaucoup de choses. Ça permet une flexibilité dans le trading qu'on n'a pas avec des petits leviers. Ça permet de prendre des positions de couverture. C'est formidable, c'est un outil formidable. Mais mis entre des mains de traders inexpérimentés, forcément, comme je disais, parmi les 5 questions auxquelles le trader doit répondre Ouais. quand il trade, la question de combien j'investis finalement, c'est la plus importante parce que Mhm. si on tombe dans le piège de la surexposition, bah, même si on a raison sur son scénario, sur son analyse, on n'est peut-être pas capable de tenir la position et la correction, en fait. Et il n'y a rien de plus dévastateur psychologiquement pour un trader que de perdre de l'argent sur un trade où il avait raison en définitive, juste Mhm. parce qu'il a entré une mauvaise taille de position. Ça m'est déjà arrivé, Denis. C'est déjà arrivé à Je pas mal sais, de ouais. monde, je pense. Ouais, ça m'arrive souvent, hein, ouais, ouais. Donc Ouais. ça c'est destructeur. On se dit, si j'étais rentré avec 2 fois moins, je serais toujours dans le marché à l'heure actuelle et je pourrais tenir et là je serais en gain. Et c'est destructeur. Mhm. Donc, je pense que l'effet de levier, alors l'effet de levier, oui, mais c'est surtout l'inexpérience des gens. Je pense en fait que, pour reprendre les choses dans l'ordre, quand la bourse s'est démocratisée auprès des particuliers, il y a tout un tas de personnes qui y sont rentrées qui n'avaient rien à y faire. Je fais notamment référence aux parieurs, Ouais, genre PMU, ouais. Ouais. Mhm. voilà, aux traders casino, aux parieurs, les paris sportifs, parce que si entre le casino et le trading, je peux concevoir qu'il y ait un point commun dans l'excitation un peu quand on gagne de l'argent, tout ça, je peux concevoir à la limite ça. Mhm. C'est quand même 2 activités radicalement différentes. Je veux dire, je dis pas qu'un joueur de poker professionnel n'est pas professionnel, c'est pas ce que je dis, mais trader sur les marchés, c'est pas du casino. C'est un métier et on s'improvise pas neurochirurgien du jour au lendemain, on s'improvise pas trader, prendre des risques sur les marchés du jour au lendemain non plus. Et quelque part, ce qu'il y a de bien dans le trading, c'est que chaque erreur, même aussi minime soit-elle, elle est immédiatement sanctionnée par le marché. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la bourse est démocratisée pour une clientèle qui n'était pas expérimentée. Il y a aussi le marketing de pas mal de brokers qui a fait que
tu sais, enfin, qui ont fait croire que c'était facile Mhm. finalement. Faut pas confondre accessible et facile. Ça, Ouais, je le répète souvent, hein. comme le broker qui joue en bourse en repassant un pantalon. Je sais pas si Qui t'as joue vu la en... pub. Non, j'ai pas vu. Ah bon, T'as dit... elle doit pas être en Angleterre, alors, mais en France, on la voit souvent, hein. Ouais, je l'ai pas vu ouais, celle-là. Non, je l'ai pas ouais. vu. Mais ouais, non, en fait, je pense que les brokers il y a certains acteurs qui ont vu l'opportunité du Mhm. trading en ligne qui se démocratisait. Ils ont fait des pubs en disant, regardez, depuis votre téléphone dans votre cuisine, vous pouvez acheter de l'euro-dollar, machin. Alors ok, c'est pas parce que les marchés financiers sont devenus accessibles au plus grand nombre que c'est devenu facile. C'est deux choses complètement différentes. Donc il y a ça, il y a tout un tas de, donc il y a la clientèle casino qui aurait jamais dû y mettre les pieds. Et puis il y a des personnes qui peut-être un peu cupides ou impatientes à minima, j'allais dire, qui rentrent sur le trading, Ou Lego qui peut-être ouvrent des, aussi, ouais. qui ouvrent des comptes réels Mhm. sans trop se former, sans trop savoir. Voilà, je veux dire, moi, regarde, alors ok, j'étais pas trader forex hein, quand j'ai commencé, mais j'avais quand même une culture un peu sur le forex avec mon activité professionnelle. J'avais l'habitude de regarder les cours des monnaies, etc. Et ça m'a pas empêché de me rétamer, tu vois, au Mhm. début, sur les premiers comptes que j'ai ouverts, bah oui, bah comme tout le monde. C'est normal. Après, il faut savoir tirer les erreurs enfin, les leçons de ces erreurs, développer des systèmes. Et ça prend du temps de développer des systèmes qui nous ressemblent, de développer des choses. Je pense qu'il y a aussi un tas de personnes qui sont cupides et pas assez motivées dans l'appréhension, dans l'étude en tout cas de cette discipline-là. Moi, je connais des gens, euh, si tu veux, ils savent, je leur ai expliqué le temps d'une soirée, au Mhm. cours d'un apéro, 2-3 BABA d'analyse technique. Le lendemain, ils voulaient ouvrir des comptes réels et mettre des 10 000 Mhm. euros. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Je veux dire, c'est quand même fou que l'être humain, il a mis, par exemple, je sais pas, on parle de 10 000 euros, 20 000 euros, c'est quand même des sommes d'argent Ouais, qu'on mais met si, tous du c'est temps. beaucoup des questions d'ego aussi, hein. Moi, Ben, j'ai raison et j'arrive ouais, à le faire, quoi. c'est Ouais. voilà. En fait, il y a ça, mais je trouve que, enfin, je sais pas, l'argent, parfois, moi j'ai vu des gens qui sont pas radins, mais super économes, qui font attention à la moindre dépense parce qu'ils ont des familles, ils ont des obligations, forcément l'argent se compte. Et des gens qui font super attention à leurs moindres dépenses, qui ont mis des années à économiser des sommes et qui, par excès de cupidité, vont tout placer sur un compte CFD, ils n'ont jamais tradé de leur vie. Mhm. Enfin, moi, ça me paraît, c'est complètement irrationnel comme choix. Je dis pas Mhm. qu'ils sont tous comme ça, attention, mais Mhm. je te dis, en 7 ans d'expérience chez ActiveTrade, j'ai côtoyé pas énormément de profils différents de clients et ce comportement, même en 2020, se retrouve encore. Et les gens ne comprennent pas que ça prend du temps. C'est comme si quelqu'un pensait devenir neurochirurgien parce que Mhm. il était bon à Docteur Maboul. C'est pas Mhm. possible. C'est Mhm. pas possible. Ouais. Il faut voilà, il faut de la pratique. Et alors même si je peux aller même plus loin que ça, Denis, je trouve que le trading, c'est un des rares domaines, le seul à ma connaissance, mais je pense qu'il devrait y en avoir d'autres. C'est un des rares domaines où tu peux avoir fait les études que tu veux, c'est l'expérience qui te forme. Parce que La tu peux, psychologie et tout, ouais. C'est comme le tu sport, en peux, fait. voilà, tu peux être agrégé d'économie, tu peux avoir passé toutes les certifications d'analyse technique que tu veux, tant que tu n'as pas vécu certaines situations de marché. Moi, avant d'arriver chez ActiveTrade, j'avais déjà bossé avant, j'avais des certifs en analyse technique, tout ça. Et pourtant, j'avais pas connu le crack du franc suisse en 2015. J'avais pas connu l'effet du Brexit, moins 12% à l'ouverture le lendemain du Mhm. Brexit. J'avais pas connu Trump, j'avais pas connu le pétrole à moins 40 dollars. Enfin, il y a des choses qui nous semblent inconcevables et qu'on se doit de vivre sur les marchés pour se dire ah tiens, ça peut se passer comme ça. Franchement, le crack du franc suisse en 2015, on est passé de 1,20 à 0,83 sur l'euro CHF. Bah, c'est hallucinant un truc comme ça sur le Ouais, mais c'était forex. quoi? C'était la banque suisse qui avait décidé de plus soutenir le franc suisse à cette époque-là. C'est Ouais. c'est la banque suisse qui avait À dit chaque fois qu'elle arrivait le franc arrivait à un certain niveau, la banque suisse achetait, voilà. achetait, achetait, En fait, et puis ce jour-là, elle a dit ah bah non, j'achète plus. il y avait un taux plancher à 1,20 Ah sur bah ouais, l'euro c'est ça. CHF. Et à chaque fois que l'euro CHF tombait à 1,20, bon, bah, la Banque nationale suisse, preuve, s'il en fallait encore pardon, que le marché du Forex est ultra manipulé finalement, c'est les banques Mhm. centrales qui le manipulent, la Banque nationale suisse protégeait les cours d'aller à 1,20. Et je me rappelle qu'une semaine avant, il disait non, non, mais le PEG à 1,20 tiendra, etc., etc.
Une semaine après, non seulement ils l'ont enlevé à la surprise générale, mais ouais, ils ont prévenu personne. Même Christine Lagarde, qui était au FMI, ne le savait pas. Personne ne savait. Et forcément, en 1 minute, on a des courtiers qui ont fait faillite. En 45 secondes de cotation. Hallucinant, parce que les institutionnels, si tu veux, quand ils ont vu, si tu regardes bien, il y a eu un premier tick en dessous des 1,20. Les institutionnels ont vu qu'il y avait une poche de liquidité. Ils ont dit, bon, bah allez, on y va. Et c'est parti. Ça a déroulé, ça a déroulé. C'est... Franchement, c'est du jamais vu. Autant ça arrive régulièrement sur les actions qui est moins 5, moins 6% dans une journée, sur une action, voire même plus. Hein. Une paire Forex, pour qu'elle fasse plus de 1,5, 2% de variation, c'est vraiment qu'il s'est passé un truc de fou déjà. Donc là, on avait perdu je ne sais combien de pourcents, 20%, je crois. Enfin, du n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, il y a des situations de marché qu'il faut connaître. Il y a le Brexit, on a tous été surpris. Trump, on a tous été surpris. Le contango sur le pétrole cette année, ça a été un truc de fou aussi. C'est-à-dire qu'on payait les traders pour qu'ils achètent du pétrole. Hein. Non, mais on vit une époque formidable. Mets ton baril dans le garage et puis on donne de l'argent pour que tu le gardes en plus. Ouais. C'est ça. C'est complètement fou. Il n'y avait plus de place dans les stocks, c'est pour ça. Il n'y avait plus de place dans les stocks. C'est ce que disait Julien hier lors de l'émission. Il disait qu'il devait louer les pétroliers, les tankers à l'époque, pour pouvoir entreposer le pétrole. C'est comme ça que les fabricants de tankers ont explosé en bourse. Ouais, bah oui, bah voilà. Hein. Mais le pétrole, ça aussi, ça, c'est encore la preuve que les particuliers doivent réfréner un peu, enfin les particuliers, les traders un peu néophytes qui débutent un peu. Quand je dis débute, c'est moins de 2 ans d'expérience hein, pour moi. Ils doivent faire attention, je veux dire. Le pétrole, c'est un marché spécifique. Il y a des traders pétrole qui font que ça depuis 30 ans. Ils traitent que le pétrole. Parce qu'il y a des particularités sur le marché du pétrole. Il y a les histoires de contango entre les contrats futurs, il y a les stocks. On est sur un marché où la demande est tout le temps stable. C'est vraiment l'offre qui fait varier le prix. Donc il y a vraiment des particuliers, comment dirais-je, des caractéristiques particulières sur ce marché-là. Et je rejoins un peu ce que Michael Landreau disait sur ta chaîne, mais pas complètement, où il disait que c'est très difficile de nos jours d'être un global asset trader, un trader qui traite toutes les classes d'actifs. C'est compliqué d'aller trader de l'euro-dollar, puis après du pétrole, puis après du Nasdaq, puis après des small caps, ensuite aller sur le marché obligataire. Généralement, c'est vrai, il a raison là-dessus, que les traders vont plus se chercher à se spécialiser sur quelques actifs ou une classe d'actifs et pas trop s'en écarter. Moi, je suis un peu des deux. Je suis global asset trader parce que je trade toutes les classes d'actifs, vraiment, je suis sur tous les marchés. Le marché obligataire, pas trop, mais je le surveille beaucoup, plus à titre analytique, surtout pour évaluer de l'aversion au risque. Mais vraiment, je peux aller de partout. Je peux aller sur du GBP-CAD, je peux aller sur du café, voilà. Par contre, je suis spécifique parce que vu que ce que j'aime bien faire, c'est du day trading, donc vraiment des petites positions des grosses positions sur des unités de temps très rapprochées, des horizons de temps très rapprochés, je vais plutôt me focaliser sur les marchés liquides. Donc tu vois, par exemple, sur le Forex, les paires du G7, sur les indices, les indices les plus liquides, Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX, CAC, Nikkei, ces choses-là. Matière première, c'est encore un peu différent parce que là, matière première, je vais pas forcément viser. Matière première, ça va plus être, c'est des horizons de temps un peu plus larges. C'est sur plusieurs jours généralement. Là, tu vois, par exemple, j'ai pas mal bossé sur le cuivre récemment. Le cuivre qui, selon moi, représente une énorme opportunité acheteuse à long terme. Le cuivre, c'est le reflet de l'industrie, non, en fait, si je dis pas de bêtises. Oui. Exactement, parce que c'est un métal industriel, c'est pas une valeur refuge comme les métaux précieux, comme le palladium, le platine ou l'or, mais c'est un métaux industriel. Et surtout, il est énormément utilisé dans la confection des nouvelles technologies qui permettent la transition énergétique. D'accord ? On sait qu'on est en pleine phase de transition énergétique. Alors, on se doute bien que c'est pas demain la veille on va arrêter d'utiliser le pétrole. On sait notamment qu'il y a pas mal de constructeurs automobiles qui ont des parcs remplis de voitures au pétrole et elles vont sensiblement faire tout ce qu'il faut pour épuiser cette offre-là avant de switcher à des modèles électriques, des choses comme ça. Mais la transition énergétique, est en marche.
au niveau gouvernemental, on voit qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui optent pour des transports un peu plus verts. C'est lent, les choses évoluent de manière lente, mais elle est en bonne voie. Et c'est vrai que, vu que le cuivre est un métal déjà industriel fortement demandé dans l'industrie de manière générale, mais énormément demandé C'est un peu comme les terres rares pour les hautes Mhm. technologies, si tu veux. Le cuivre, pour la transition énergétique, c'est énormément demandé. Et je pense que cette année, ce qui s'est passé sur le pétrole, ça fait peur à pas mal de monde. Et bah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a BP, par exemple, un géant du pétrole, qui a dit, ça y est, on s'attend à partir de maintenant, la demande ne augmentera plus, elle va baisser. On s'attend Mhm. en 2050 à une baisse de la demande. Alors, ça va prendre du temps, mais tout ça pour dire que la transition énergétique est bien amorcée. Et je pense que d'ailleurs, techniquement, ça se revoit sur le graphique du cuivre qui a fait un beau breakout haussier sur un graphique mensuel. J'ai posté ça sur TradingView il n'y a pas longtemps. Mhm. Et je pense qu'il y a un très très beau potentiel long terme sur le. Et tu vois, moi, c'est marrant parce que mon truc, c'est l'intraday. Et pourtant, ce dossier-là, Mhm. ça fait quoi ce que tu disais avec je ne sais plus quel intervenant ou un trader, généralement, ok, il va faire du très court terme ou du long terme, mais généralement, c'est bien d'avoir deux portefeuilles. Un court terme pour les Mhm. opérations un peu plus, voilà, et un plus long terme. Parce que si tu veux, moi, dans mon Ah, je vois que trading tu es au un quotidien, assidu à la chaîne, Pierre. ah bah oui, bah il faut. Non, non, mais alors par contre, c'est des interventions de qualité. Ouais, Faut dire ce qu'il y a. Elles sont un ouais, peu longues, tu sais, ouais, parfois. ouais. Si je peux me permettre. Tu sais, je me les mets pendant que je travaille ou que je fais des choses. Et des fois, bah, je regardais celle de Ripper, celle de Michael Landreau et puis une autre. Et je me disais, tiens, ça fait une heure, ça fait déjà une heure que je l'écoute, que je regarde la vidéo. Et il reste encore 45 Ouais, minutes. ouais, Mais ouais, c'est ouais. super intéressant, hein. Ouais, C'est ouais. vraiment super Mhm. intéressant. Ouais, Euh, quand je veux réduire, on me dit c'est trop court. Quand je fais trop long, on me dit c'est trop long. C'est compliqué. Non, non. Écoute, Denis, moi, je te dis honnêtement, bah voilà, là, on fait un petit aparté sur Ouais. ta chaîne, mais je trouve qu'il y a largement assez de contenu pertinent pour justifier de telles longueurs. Mhm. Mais par contre, moi, tu vois, par exemple, c'est difficile pour moi d'avoir 1 heure et demie d'affilée. Donc, Ouais. généralement, je l'écoute en plusieurs fois. Et en plus, tu sais, je me la mets un peu en mode Mhm. radio pendant que je fais autre chose, je me la mets à côté, tu vois. Et donc, c'est vrai que du coup, pour ton watch time, ça Mhm. peut peut-être t'handicaper. Ouais. Mais non, 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 à partir du moment où il y a du contenu, en plus, Ok. la vraie valeur ajoutée de ces vidéos-là, c'est que tu vas interviewer des traders, des vrais mecs qui sont sur le marché Mhm. tous les jours. Et ça, c'est énorme, si tu veux. C'est, Mhm. voilà, c'est bien plus, il y a bien plus de valeur là-dedans que, parce qu'un analyste, il va pouvoir te parler du marché, mais on parle de trading là, donc c'est des Ouais. choses quand même beaucoup plus concrètes et Mhm. voilà, c'est Ouais. plus, c'est plus captivant. Ok. Bon, maintenant on va parler un peu de ton futur et puis du futur d'Active Trade. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends donc du futur, Pierre, toi? Bah écoute, Ou qu'est-ce moi, que tu voudrais améliorer dans ton trade, ou etc., etc. moi, alors bon, chez Active Trades, Mhm. déjà, j'ai pas mal de nouveaux challenges sur le feu. On est en train de reprendre un petit peu la publication des vidéos. On veut réactiver nos réseaux, recommencer les publications Instagram, recommencer les, euh, les vidéos. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais nous, sur la chaîne Active Trades France, c'est un peu moi qui gérais cette chaîne. Ouais. En 2020, j'ai presque rien publié. J'ai Mhm. envie de rattaquer. J'avais notamment démarré une série de tutoriels en analyse technique hein, où j'apprenais voilà, les bases de l'AT, etc. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une nouvelle formation qu'on va dispenser à nos clients. Ouais. Une formation assez intensive avec, je vais leur apprendre une méthode de trading assez spéciale. Ouais. Et puis, je suis aussi en train d'écrire le volume 2 de l'e-book que j'avais écrit sur l'analyse technique il y a Mhm. maintenant. Ça fait déjà 4 ans, hein. Mhm. Le temps passe vite. Donc voilà, ça c'est un peu pour Active Trades. Alors après, pour parler de nous en tant que broker, on a aussi alors, je ne peux pas encore trop en parler, je ne peux pas trop vendre la mèche, Mhm. mais on a des choses qui arrivent pour Noël, Mhm. notamment quelques belles promotions, potentiellement des nouveaux produits. Voilà. De toute façon, lorsque ça sera confirmé, je garderai la primeur de Mhm. l'information à Ok. ta chaîne, bien évidemment, avec Merci. plaisir. Merci. Et puis après, ouais, dans mon trading personnel, bah écoute, là, d'essayer de trouver une solution. Alors, ça va être très technique ce que je veux dire, mais je suis en train d'essayer de trouver une solution de trouver un outil qui me permettrait d'obtenir des graphiques, ce qu'on appelle des graphiques de force relative. Tu sais, c'est quand on divise deux cours, deux Mhm. actifs l'un par rapport à l'autre pour savoir lequel superforme l'autre. Mhm. De manière à pouvoir, parce que j'ai vraiment envie de faire ça,
d'avoir un compte uniquement tourné action. Mais j'ai envie de sélectionner uniquement les titres porteurs, tu sais. Donc, aller sélectionner les secteurs les plus porteurs d'un indice et dans ce secteur-là, les actions les plus porteuses du secteur, tu vois. Vraiment, c'est une méthode de sélection de titres sur laquelle je suis en train de travailler. Ça ressemble un peu au graphique de performance Nous, qu'on on a a sur le quelqu'un de notre Forex. communauté qui fait ça, il appelle ça la vitesse en fait. Lui, il classe les actions par vitesse en fait. Et il rentre Oui, que sur les ouais. rapides. Ouais, Ouais. bah voilà. Bah oui, parce que Mhm. si tu as un indice qui monte, tu vas chercher à l'acheter, mais tu vas te dire, ouais, mais quelle action je vais acheter? Bah, tu vas prendre par exemple, tu vois que le secteur bancaire est le plus dynamique et porte l'indice vers le haut. Tu vas regarder dans le secteur bancaire, tu as BNP, Société Générale, etc. Tu vas comparer hop, tu vas te mettre sur la valeur la plus porteuse, de manière à ce que lorsque l'indice monte, c'est toi qui prennes le plus, et lorsque l'indice descend, tu vas perdre le moins, tu pourras même continuer à gagner un peu d'argent, Mhm. si t'es pas trop Ouais, c'est mauvais. ça. Mhm. Enfin voilà, c'est plus des méthodes, c'est plus, on va dire, de l'amélioration des process que j'ai déjà dans mon trading de manière existante. Ok, Donc parfait. voilà. Bon, on te remercie. Donc, sous la vidéo, je mets le lien vers ActiveTrade. Comme on enregistre un peu avant, on va essayer d'avoir une petite promotion ou quelque Ouais, chose. on va tâcher de faire ça Voilà. correctement. Ouais. Et puis, ben, si on a ça, je le mettrai tout. Et puis, j'espère qu'on te reverra rapidement, Pierre, pour discuter de quelques petits sujets, quoi. Avec grand plaisir, là, regarde, il y a pas mal de choses à dire. Il y a le Brexit, Voilà, il y a les justement, ouais. élections, voilà, il y a pas Mm. mal de choses. Donc avec grand plaisir, Ok. je te rejoindrai sur ta chaîne avec très très grand plaisir. Ok. Merci, Pierre. Au revoir. Merci, au revoir.